Bienvenue dans Conversation avec, le podcast où nous explorons les idées, les engagements et les parcours qui façonnent notre société. Je suis Gina Nzenge et aujourd'hui nous abordons un sujet aussi fondamental que trop souvent relégué au second plan, la confiance en soi et ce qu'elle change profondément dans une vie. Notre invitée du jour, Bénédicte Tchani Kessani, est une voix forte du développement personnel et du leadership féminin en Afrique centrale. Coach, formatrice, entrepreneur et motivatrice, elle s'est donné une mission claire: aider les femmes à reconnaître leurs valeurs, à s'affirmer et à occuper pleinement leur place. Son histoire est celle d'un parcours fait de travail, de résilience, de solitude parfois, mais toujours animé par un cap, celui de transformer les épreuves en tremplin et faire du manque de confiance une force intérieure. De ses débuts modestes comme réceptionniste à la fondation de BK Consulting, en passant par son passage dans de grandes organisations et à sa sélection au Mandela Washington Fellowship, elle incarne ce qu'elle enseigne, c'est-à-dire l'alignement entre ce que l'on croit, ce que l'on vit et ce que l'on transmet. Cet épisode est à retrouver sur YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Bénédicte, ma sœur, comment ça va? Ça va très très bien, Gina. Très belle introduction. Je me retrouve parfaitement dans cette introduction et je voudrais te dire vraiment merci de m'inviter sur ce podcast pour partager un bout de moi, mais également donner un peu de moi justement à toutes ces personnes qui auront l'opportunité d'écouter, d'entendre cette voix. C'est génial. Ou d'entendre ces voix parce que voilà. Je te connais et ça fait tellement d'années qu'on se fréquente et tu sais à quel point je suis admirative du travail que tu fais. J'espère que cet entretien va aider et va accompagner beaucoup de personnes. Et lorsque je le préparais, la première question qui me venait en tête, c'est la suivante. Aujourd'hui, Bénédicte, je t'apprends rien. Tout le monde, surtout à l'ère des réseaux sociaux, se dit coach désormais. Toi, tu es coach sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qui te rend, toi, légitime dans ce rôle par rapport aux autres coachs des réseaux sociaux qui naissent comme ça tous les jours? Alors, ta première question, en fait, me permet de rebondir sur un aspect avant de pouvoir répondre. C'est la différence qui existe entre un coach et un mentor. Donc, tout le monde peut se lever, mais tout le monde n'est pas coach. Le coach, c'est vraiment cet accompagnateur, cette personne qui vous aide à pouvoir vous découvrir, qui n'est pas là pour vous dire ce qu'il faut faire. Ça, c'est le coach. Le mentor, c'est une personne qui a une certaine expérience et qui cherche à partager justement cette expérience en vous disant « voici ce qu'il faut faire, 1, 2, 3 » ou « voici la recette pour arriver à tel ou à tel endroit ». C'est ce que le mentor fait. Et pour revenir à ta question, je pense que être légitime en tant que coach, oui, il y a la certification, oui, il y a la formation, parce que la certification ou encore la formation te permet d'avoir les outils dont tu as besoin pour mieux accompagner les personnes. Parce que finalement, c'est la vie de plusieurs personnes. On peut pas s'amuser avec la vie de ces personnes-là. Clairement. Mais je dis également que la certification ou la formation ne suffit pas. Il faut bien d'autres compétences de vie. J'ai envie de parler de soft skills pour justement être ce coach légitime-là. Et je pense justement à l'écoute, parce que dans un milieu où les gens sont axés, il y a beaucoup de problèmes, les gens gèrent beaucoup de choses. Beaucoup de bruit, voilà. Il faut apprendre à écouter les autres. Il faut être généreux. Et ça, c'est important de le dire. Il faut être généreux. Il faut profondément aimer l'être humain. Parce que vous ne pouvez travailler finalement avec des personnes que si vous les aimez, c'est plus facile de pouvoir écouter. Mais également l'empathie, qui est un élément assez fort où on a la capacité de se mettre à la place des autres. Oui, à la certification, mais je pense qu'il y a d'autres compétences transversales qu'il faut avoir pour avoir cette posture de coach légitime. Aujourd'hui, vu qu'on parle de légitimité, tu es passé de réceptionniste à chef d'entreprise. Quel est le moment dans ce cheminement, dans ce changement de ta vie? Pour toi, quel est le moment qui t'a le plus mis à l'épreuve intérieurement? Le moment qui m'a le plus mis à l'épreuve intérieurement, c'est en fait quitter, et c'est une figure de style, c'est quitter d'un point A à un point B. Bénédicte, à l'origine, est une personne très timide.
j'ai occupé le poste de réceptionniste, plus tard je vais être assistante, mais c'est comme si je le fais tout le temps, à telle enseigne que ça devient un automatisme. Et là, pour dire oui à ma mission de vie, pour enlever la petite fille à l'intérieur, et là c'est du point de vue psychologique, la petite fille qui est à l'intérieur, qui ne rêve pas forcément de faire ce qu'elle est en train de faire comme un métier, ben il faut accepter, il faut recevoir, il faut intérioriser, mais également avoir la capacité de se dire, il faudrait que je puisse me montrer. Voilà, il faudrait que je puisse me montrer. Il faudrait que les feux des projecteurs arrivent à être sur moi. Et ça, j'étais pas forcément prête pour, parce que venant de mon background où j'ai pas forcément envie d'être visible, mais de par le métier que tu fais, que tu le veux, que tu le veuilles pas, tu es au contact des gens, c'est de la visibilité. Je suis invitée à un podcast aujourd'hui, c'est de la visibilité. Souvent, il faut faire des plateaux, il faut être sur les réseaux. Après, je suis pas très, mais en fait, il faut être exposé. Donc, un des challenges pour moi, c'était ressortir la Bénédicte qui fait ce qu'elle fait aujourd'hui, alors que je n'ai pas forcément pensé intérieurement. Voilà, Je vois. Mais du coup, quand tu étais réceptionniste ou assistante, et tu le dis toi-même, c'était pas forcément quelque chose auquel tu pensais, mais qu'est-ce qui t'a réveillé en fait? C'est à quel moment que tu t'es dit, il est temps que je prenne ma place? C'en est trop, faut que, tu as dit, accepter ta mission de vie. Comment une mission, alors aujourd'hui, Gina, tu vas en mission à Franceville, objectif, ouvrir par exemple une succursale de la radio, c'est-à-dire quelqu'un te donne une mission. Toi, comment est-ce que c'est venu? Tu t'es endormie, tu t'es réveillée et puis tu avais une mission? Comment ça s'exprime? Non, pas du tout. Ça s'exprime de par mon parcours. Alors, il y a beaucoup d'événements que j'ai vécus, en fait, dans la vie. J'ai pas une grande expérience, on va dire j'ai 50 ans ou non, pas du tout. Mais je veux dire, il y a des événements que vous vivez dans la vie où vous-même vous commencez à vous poser des questions existentielles. Si je suis là, c'est pourquoi en fait? Est-ce que je suis venue accompagner les autres? Je pense que tout le monde se pose ces questions-là. Une petite anecdote, vous savez, souvent je voyais des gens qui étaient à la télé, puis je me disais que ces personnes étaient extraordinaires. Je me disais, mais comment ces personnes font pour être au devant de la scène, pour faire des choses, et moi je suis là dans le confort de mon canapé, en train de suivre, etc. Je sentais qu'il manquait quelque chose. Et ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai toujours eu l'écoute facile. Donc, je voyais des personnes qui venaient régulièrement à moi, me poser des questions, me demander des directives par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses, etc., etc. Ça, c'était déjà naturel. Et mon parcours ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je pense que c'est au fur et à mesure que j'ai marché que les choses ont commencé à se concrétiser. Mais il y a une citation qui m'a particulièrement aidée, que je voudrais partager. Elle est de Mariamé Williamson, j'y arrive, Mariamé Williamson. Et quand j'ai lu cette citation, en fait, ça a fait sens avec moi, ça a résonné. Et ça a créé un déclic. Mais c'est pas du jour au lendemain quand ça a créé le déclic aussi que je me suis mise dans ma mission de vie. La citation disait, jouer petit ne sert pas le monde. Se retrécir devant les autres afin qu'ils ne se sentent pas en insécurité, ce n'est pas faire preuve d'une attitude éclairée. Elle poursuit en disant, c'est en faisant scintiller ma lumière que je donne aux autres l'opportunité de faire scintiller la leur. Et là, je me rends compte que, mais attention Bénédicte, tu as un rôle à jouer. Ça veut dire que si tu ne joues pas ton rôle, c'est comme si tu créais un déséquilibre. Les personnes qui sont censées te rencontrer là ne vont pas te rencontrer parce que tu aurais dit non à ta mission de vie. Et je me dis, ah non, ça là, je n'accepte pas ça. Donc c'est comme ça que j'ai la force. C'est comme en fait une flamme. Ça brûle tellement que vous avez envie de pouvoir faire. Et c'est de là, en fait, l'énergie, la force dont j'avais besoin pour pouvoir me propulser, ben, elle vient de cette citation qui a résonné avec moi et qui m'a dit, en fait, tu peux t'appuyer sur ça pour pouvoir avancer dans ton cheminement, dans la mission. Parce que je me considère en mission aussi, il faut le dire, par rapport à ce que je fais. Je souris, en fait, parce que du coup, je me rends compte que la citation qui, moi, m'a longtemps parlé, je savais pas qu'elle était de
pas que je savais pas qu'elle était de Mariama Williamson. Oui. Moi, j'ai écouté une partie de cette citation avec Michelle Obama. Ah, super. C'était When you let your light shine, Ok. you unconsciously give to other people permission to do the same. Et je pense qu'elle a pris la deuxième partie de la citation de Mariama. Et je souris parce que quand tu dis qu'on se pose la question souvent de savoir c'est quoi ma mission, pourquoi est-ce que je suis là, est-ce que je suis vraiment venue, est-ce que je suis là juste pour accompagner les autres. Ça, c'est des questions. Fallon, tu te poses ça souvent. Ivanov, Sanders. Ah, tu vois, Ouais. on a tous, à un moment donné de sa vie, on est assis pas plus tard que ce week-end, j'étais en train de me demander, bon, ok, je fais quoi dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années, tu vois. Et j'apprécie vraiment le fait que, pour toi, je t'ai posé cette question et ensuite tu as travaillé à y apporter une réponse. Ah oui. Or, souvent, on se pose la question et puis on reste juste là, assis dans son canapé et puis on oublie qu'on s'est posé cette question. Mais tu sais, Gina, les choses ne se dessinent pas toutes seules. Il faut, lorsqu'on engage une réflexion, les questions sont... c'est comme un brainstorming, en fait. Les choses sont en désordre. Mais c'est important de pouvoir s'asseoir et faire le point par rapport à telle question spécifique que je me suis posée. Voici les éléments qui ressortent. Et de ces éléments qui ressortent, qu'est-ce que je suis prête à pouvoir faire? Qu'est-ce que je peux justement mettre en avant? Et qu'est-ce qui peut m'aider justement à aller de l'avant pour accomplir ce pourquoi je suis là? D'où les clés que toi, tu donnes aux femmes. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, pour justement expliquer aux gens pourquoi je t'ai invité, pourquoi tu es présente dans ce podcast et pourquoi j'ai autant d'admiration pour toi, j'aimerais que l'on revienne un petit peu sur la Bénédicte Kessani d'avant la période de coach. Aujourd'hui, toi, tu accompagnes des femmes pour qu'elles puissent croire en elles. Mais toi-même, parce que souvent, on a l'impression que si on apprend à quelqu'un à faire quelque chose, nous, on n'a pas ce même problème-là ou qu'on ne l'a jamais eu. Tu vois, je sais pas si ça prend du sens ce que je veux dire. Alors, toi, quel était ton plus grand combat intérieur? Cette question est reliée à une question que j'ai répondue précédemment. C'était de... Ta peur? Non, peut-être pas la peur, mais accepter de me rendre visible. Je pense que ça a été un de mes grands combats, accepter de me rendre visible. D'où la nécessité, et c'est là où je tombe justement sur la notion de la confiance en soi, parce que finalement, c'est cette confiance en soi qui te permet à la fin de la journée d'oser faire le kilomètre extra nécessaire dont tu as besoin pour ta propre réalisation. Et sans cette confiance, sans cette estime de soi, parce que les deux sont interconnectés, sans la propre valeur que tu as de toi-même et que tu estimes que tu es une valeur et que tu peux apporter de la valeur aux autres, souvent ça peut être très très difficile. Donc la confiance en soi et l'estime de soi sont deux éléments à la fin de la journée qui viennent aider cette personne qui est en difficulté à l'intérieur, mais qui a besoin à la fin de la journée d'être visible. Et je parle de la bonne visibilité. La bonne visibilité en accord avec ce que vous êtes venu faire sur la terre, en accord avec votre mission de vie, en accord avec... Parce qu'il y a aussi une question d'alignement. Quand vous êtes aligné avec quelque chose, souvent, tu l'as dit tout à l'heure, c'est que tout le monde se lève, je suis coach, etc. Mais si vous vous levez juste parce que vous avez vu une ou deux personnes le faire, vous n'allez pas faire long feu. Oui. Vous allez faire 1 an, vous allez faire 2 ans, et puis après. Moi, ça va faire bientôt 10 ans. L'année prochaine, ça fera 10 ans que j'exerce ce métier. Donc, il y a la conviction, il y a le fait que je sais que je suis sur le bon chemin. Mais il faut d'abord être aligné avec soi-même pour comprendre que voici ce que je suis censé faire dans la vie. Voici la mission de vie. Voici comment est-ce que je peux justement impacter positivement mon environnement. Tout part de cet alignement-là, en accord avec soi-même. Il faut oser. Il faut plonger, il faut se lancer. Et d'ailleurs, quand on parlait tout à l'heure, tu disais qu'il faut beaucoup de confiance en soi. Concrètement, Bénédicte, qu'est-ce que ça signifie de manière pratique quand on se lève tous les matins? Je vais te parler d'une image qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Tu vois, tu as ce chat
qui regarde un chaton, il regarde dans le miroir. Ah oui. Et en fait, quand il se voit en lion, tu vois. Disons que je suis le petit chaton qui regarde dans le miroir le matin. Et puis, dès que j'arrive au travail, au moment où je dois m'affirmer devant mon patron, pourtant, quand j'ai marché de la maison jusqu'au travail, j'étais le lion, hein. Mais dès que j'arrive et tout ça, je rentre au bureau, je redeviens chaton. Concrètement, est-ce qu'on décrète que désormais j'ai confiance en moi, désormais je suis sûre, désormais je prends les choses en main? Comment ça se passe? Il faut dire que c'est un travail. C'est un travail sur soi. Et pour faire ce travail, il faut être intentionnel. Tout part de l'intention. Ah, d'accord. L'intention de grandir, l'intention de se développer, l'intention d'avoir confiance en soi. Au sortir de ce podcast, je peux vous donner les outils dont vous avez besoin, les clés importantes dont vous avez besoin. Si vous n'êtes pas intentionnel, rien ne va se passer. Mais il y a certainement quelqu'un qui est là, qui va nous écouter et qui va se dire, au sortir de ce podcast, j'ai besoin de pouvoir travailler sur les éléments de confiance en soi. Et une fois que tu prends à bras le corps, parce qu'à la fin de la journée, personne d'autre ne le fait à ta place, c'est d'abord toi-même et ça passe par l'intention. Maintenant, la confiance en soi, c'est la capacité d'oser passer à l'action pour obtenir ce qui est important pour toi, pour obtenir ce qui est important pour vous. Mais c'est étape par étape et ça passe par la capacité de pouvoir oser. Je suis pas une grande danseuse. Si j'arrive dans la salle pour développer, par exemple, ma confiance en soi, vous me dites, Bénédicte, est-ce que vous pouvez danser pendant 1 minute? Et là, je veux me lever parce que la confiance en soi, c'est la capacité de passer à l'action. Plus je passe à l'action, c'est comme je veux prendre la figure d'un enfant qui apprend à marcher. On a tous des enfants, un neveu, une nièce. L'enfant qui apprend à marcher va tomber, mais alors là, il tombe, mais il se relève, il ne se fatigue pas. Deux fois, vous avez même l'impression que l'enfant va aller très mal, mais ça dure en fait que 2 minutes. 2 minutes après, l'enfant qui pleurait il y a quelques minutes est debout et puis la marche continue jusqu'à ce qu'il puisse en fait être aguerri par rapport à cette marche-là. C'est le même principe avec la confiance en soi. Plus je me mets au devant de la scène, il faut faire, plus je me mets au devant de la scène, plus récemment, à la journée nationale de la femme, j'ai animé une session de coaching avec des femmes dans un groupe et il y a une qui m'a posé la question et telle était ma réponse. Je dis souvent lorsque vous êtes en réunion, souvent vous avez quelque chose de sensé à dire, mais la petite voix intérieure vous dit est-ce que ce que tu vas dire là, vraiment? On va se moquer de toi. Tais-toi seulement, ne va pas chercher les histoires. Et puis la personne se dit, mais en fait c'est vrai, peut-être que ce que je veux dire là, c'est pas censé. Qu'est-ce que la personne fait? La personne se referme. Mais juste à côté de cette même personne-là, il y a une vaillante qui est là, qui n'a peut-être pas tout le tableau nécessaire, mais elle a le courage de lever sa main et de dire, moi je pense que 1, 2, 3. Ça fait toute la différence. Parce que vous arrivez à vous positionner. À vous affirmer. Vous arrivez à vous affirmer. Et justement, la confiance en soi commence par ces petits détails-là. Ça n'a l'air de rien. Mais ces petites choses qu'on arrive à faire de manière constante et tous les jours nous permettent de renforcer justement cette confiance-là à telle enseigne que ça devient comme un automatisme. Donc, c'est le plus je fais, plus d'action me permettent en fait de développer mon niveau de confiance. Et du coup, si c'est passer à l'action, est-ce qu'aujourd'hui tu penses qu'on peut coacher la confiance en soi à quelqu'un ou il faut d'abord permettre aux gens de se briser, si je peux le dire comme ça, d'être dans des situations vraiment tragiques et de les laisser en fait essayer de se lever tout seul? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que l'on peut coacher à quelqu'un? Je pense qu'on peut coacher les personnes à développer leur confiance en eux-mêmes, mais il faut avoir un brin de, je vais appeler ça un brin de vérité avec soi-même. Parce que si on doit bâtir quelque chose, il faut d'abord être vrai. Vous savez, quand il y a les 4 murs, il y a personne. Quelle est ma réalité à l'intérieur? Il faut se poser les bonnes questions. Parce que si on doit s'aimer sur une terre, il faudrait que cette terre soit propice à recevoir la semence pour que les éléments qui y sont puissent germer, éclore. Donc ça commence d'abord par être vrai avec soi-même. Après, chacun a son histoire. Il y a des personnes qui doivent d'abord toucher le fond
et remonter. Et il y a des personnes qui ont simplement besoin, en fait, d'activer une ou deux choses et puis... Un petit coup de pouce. Voilà, juste un petit coup de pouce, voilà. Exactement. Donc, chacun, en fait, a son histoire. Et en fonction de son histoire, on va, en tant que professionnel, voir comment est-ce que on peut vous aider justement à remonter la pente ou à faire sortir le meilleur de vous-même pour que vous soyez capable de pouvoir briller. De ton expérience, pourquoi, selon toi, tu penses qu'autant de femmes qui sont aujourd'hui à un niveau de responsabilité, des femmes brillantes, ont encore, pour certaines d'entre elles, énormément de doutes? Elles doutent encore beaucoup de leurs capacités, elles ont encore peur. Et écoutez-moi bien, là je parle aux auditeurs dans ce que je suis en train de dire. Il faut faire la différence entre la façade, ce qu'on montre quand on est devant les caméras, quand on est devant un micro, quand on est devant ses collaborateurs et qu'on est le grand PDG, la grande PDG de XYZ, et puis véritablement la personne intérieure que l'on est avec la petite voix dont tu parlais. Pourquoi, selon toi, il y a encore énormément de femmes qui doutent de leur capacité, même lorsqu'elles atteignent des niveaux aussi importants? Alors, je pense que le monde est rempli de dualité et ça s'exprime par la dualité. Tu vois, le noir et le blanc, il y a aussi la dualité de cette femme qui est imposante, qui est charismatique, qui arrive à faire des choses, mais qui à la fin de la journée doute d'elle-même. Et ça me fait penser à une image que j'utilise souvent en session. C'est une jeune femme très belle avec des talons mais chic. Lorsqu'elle se mire, il y a un gros point d'interrogation, en fait, parce qu'elle ne sait pas, en fait, qui elle est. Mais alors que de l'extérieur, c'est une personne qui est adulée, c'est une personne qui est remarquée, c'est une personne qu'on prend en exemple, mais à la fin de la journée, cette personne arrive à douter d'elle-même. Donc, c'est la dualité. Le deuxième point que je voudrais mettre en lumière, c'est le syndrome de l'imposteur. Beaucoup d'entre elles sont... non seulement ne sont pas satisfaites des résultats qu'elles produisent, mais également elles n'ont pas conscience de leur parcours, de ce qu'elles ont déjà pu accomplir. Donc je te vois éventuellement, Gina, je suis très fière de la personne que tu es, de tes accomplissements, etc. Je dis pas que c'est le cas et Gina me rétorque, oh pardon, parle-moi des vraies choses. Ça, laisse ça d'abord à côté. Mais cette capacité, en fait, à minimiser ce qu'elles sont capables de faire. Oui. Exactement. Ça peut être expliqué par ce phénomène-là. Et je pense que le troisième phénomène que je pourrais mettre en lumière, c'est le plafond de verre. Le plafond de verre qui n'est plus visible comme ça, mais qui est mental. Oui. Donc, les femmes, et ça va avec les croyances limitantes. Les femmes arrivent à se dire, ça c'est pour les autres, ça c'est pas pour moi. Là-bas, je vais pas y arriver. Ça peut être difficile. En fait, on va tellement être dans une zone de confort pour ne pas s'autoriser à pouvoir briller. Et il y a un autre élément que je n'ai peut-être pas mis en lumière. Tu sais, Gina, l'environnement dans lequel on a grandi joue un rôle. Évidemment, à certaines femmes, pas à toutes, on a dit il faut briller, mais il faut briller un peu. Parce que si tu brilles beaucoup, tu vas déranger les autres. Et beaucoup sont dans cette posture-là que je peux pas faire trop. Si je fais trop, on va encore dire encore elle. C'est pour ça que tu vas finir célibataire. Il y a aucun homme qui t'acceptera comme ça. C'est malheureusement on est vrai. Mais ce sont des réalités. Ce sont des choses auxquelles les femmes sont confrontées. Et lorsqu'elle se dit ça, elle est susceptible de se dire non, c'est bon. Si j'ai l'impression que j'ose trop, c'est bon, il faudrait. Mais on va pas aller très loin avec ce genre de conception. Après, il y a un autre point qui me vient à la tête, c'est on n'a pas beaucoup d'exemples. Non seulement on n'a pas beaucoup d'exemples, mais beaucoup de personnes manquent de mentorat aussi. Parce que lorsqu'on a un mentor, on est capable d'atteindre... Vous savez, quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, c'est pas comme quelqu'un qui a 5 ans. Clairement. 30 ans, 40 ans d'expérience, vous pouvez capitaliser sur l'expérience de ce mentor-là, pour aller plus loin. Et enfin, la sororité, j'insiste. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sororité, mais dans les faits, les femmes font le contraire de la sororité. On a du mal à s'accompagner. On a du mal à se tenir les mains. On a du mal à même juste mettre quelqu'un, par exemple, en réseau. Tu viens me voir, par exemple, tu veux rencontrer telle personne. Ah, mais je sens que si Bénédicte va là-bas, je sens qu'il y a peut-être une opportunité qui peut... En fait, on n'est pas gardienne de l'autre. Et ça, c'est un mal. Donc, on a besoin justement de structurer tout ça et de se poser les bonnes questions en tant que femme. Comment est-ce qu'on peut réellement se mobiliser? Pas dans les discours, mais dans les faits
et dans les gestes. Tu sais, je veux te partager une anecdote. J'ai été marquée par, et j'ai jamais dit ça. Un jour, je suis allée dans une entreprise. À chaque fois que j'y vais, je demande toujours comment vous avez fait pour entrer, pour entendre parler de moi, comment vous m'avez découvert, etc. Et cette directrice des ressources humaines me dit, vous avez été recommandée par X. Je te jure, Gina, jusqu'aujourd'hui, la dame ne m'a jamais dit qu'elle m'avait recommandée. Mais ça m'avait touchée. C'est quelqu'un avec qui j'échange sur les réseaux. On a même collaboré depuis sur plusieurs projets, mais jamais ne venir me dire, Bénédicte, c'est moi qui t'avais recommandé. Et ça m'avait touchée. C'est ça la sororité. Je sais que Bénédicte, voici son couloir, voici son champ d'action. Lorsqu'on entend telle ou telle opportunité sans rapport avec elle, ça ne me coûte rien de mettre Bénédicte sur dire ce... que voilà. t'es quand même un œil sur son travail. Exactement, ça pourrait vous c'est intéresser. Mais souvent, on est prompt à, ah non, si j'essaie de, peut-être qu'on est dans des considérations vraiment qui n'ont pas lieu d'être. Mais on a besoin vraiment de travailler sur tous ces éléments-là pour que tout ensemble, nous soyons capables de grandir. Parce que c'est ça aussi le leadership. C'est vrai que tu parles de modèle et ça me fait penser à une autre histoire que j'ai. Tu sais, il y a quelques années, je pense, j'avais fait un entretien. J'avais discuté, c'était pour un travail avec l'Institut français, avec Madame Limbourg Iwenga. Tu connais? Et j'ai découvert dans son parcours qu'en fait, quand on parle de pionnier dans le digital au Gabon, elle, mais incroyable. Et ça me fait penser à un autre profil qu'on connaît aussi très peu, celui de Madame Angéline Goma. Vous vous souvenez, on avait fait un podcast avec elle, mais incroyable. Tu vois, en fait, lorsqu'on voit certaines personnes, on voit juste un pan de leur vie, mais parfois aussi dans cette recherche de modèle, on n'a pas en fait de big picture, tu vois, genre toute l'histoire de la personne. Et je pense qu'on gagnerait à en apprendre un peu plus sur certains personnages. Et ça me fait penser, comme on parlait aussi d'entreprise, on parlait de business, ça me fait penser à l'entrepreneuriat. Ben, tu le sais aujourd'hui que c'est un peu la politique nationale, on pousse un peu le maximum de personnes à l'entrepreneuriat, qu'ils soient jeunes ou que ce soit les catégories, les jeunes ou les femmes. Et parlant de femmes, confiance en soi, de mon point de vue, confiance en soi rime aussi un petit peu avec entrepreneuriat parce qu'il faut pouvoir avoir beaucoup d'assurance, avoir confiance en tes capacités pour pouvoir aller vendre quelque chose à un public. Alors, de ton expérience, Bénédicte, toi qui formes toutes ces femmes-là, souvent dans les entreprises, beaucoup dans des entreprises, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu observes, qu'est-ce qui se cache derrière l'entrepreneuriat au féminin que nous, on ne voit pas et qui serait peut-être des freins à l'éclosion de cette dynamique que le gouvernement recherche à grands pas, par exemple? Je pense qu'il y a la formation. L'élément formation est capital. Vous savez, lorsque vous n'êtes pas formé, il y a des erreurs que vous pourriez, en tant que débutant, et là, c'est du point de vue de mon expérience que je suis en train de dire, parce que moi, lorsque je me lance, je suis auto-entrepreneur. Mais il m'a fallu repartir à l'école pour comprendre un certain nombre de choses. Parce que même si vous confiez à d'autres personnes, vous avez besoin d'avoir un regard au niveau du suivi. Et c'est important de comprendre ce qui se passe au niveau de l'entreprise. Et malheureusement, beaucoup de femmes n'ont pas de formation. La formation va vous aider dans quel sens? Je prends un exemple très bête. L'argent de votre entreprise, ce n'est pas votre argent. Si vous n'êtes pas formé, vous aurez tendance à confondre, à mélanger les comptes en fait. Dès que l'argent rentre, peut-être il y a du gaz qu'il faut acheter, il y a de l'eau que je sais pas. En fait, l'argent part et vous ne voyez pas concrètement ce que vous êtes en train de faire avec l'argent. Lorsque vous êtes formé, vous avez déjà en tête et vous avez les outils de attention, je dois faire attention, mon argent, c'est pas l'argent de l'entrepreneur, de l'entrepreneur, de l'entreprise. Oui. Je dois me faire un salaire parce que je dois pas. Ça, c'est ce que la formation va vous apporter. Donc, beaucoup d'entre elles ne sont pas formées. Je pense que tu as relevé un point important tout à l'heure en rapport avec la confiance en soi. Oui, évidemment, si on n'a pas confiance, on aura du mal à les vendre. Parce qu'au début, souvent, on n'a pas des personnes qui vendent pour nous. Donc, on est obligé de tout faire avant de pouvoir externaliser. J'y arrive, un certain nombre de choses. Et ça passe par un minimum de confiance en soi. Donc, plus de formation. Oui à la confiance en soi, je pense que ces éléments, et puis s'entourer aussi des personnes qui sont des précurseurs, c'est vraiment important. Allez poser des questions
aller, vous savez, je voudrais parler de Monsieur James Sola. James Sola est décédé il y a quelques années. Ça a été un mentor pour moi. Je suis allée une fois dans une formation qu'il donnait parce que je cherchais à rencontrer le monsieur depuis longtemps, en fait. J'arrivais pas à mettre la main sur lui. Et je suis allée, quand j'ai entendu qu'il y avait une formation, j'ai dit, moi, je veux rencontrer le monsieur. Et j'y vais. Tout le monde cherchait à faire les selfies avec monsieur James Sola. Moi, j'avais juste une envie, c'est que le monsieur me prenne au moins pour 1 heure. Je voulais échanger avec lui. Et donc, tout le monde prenait les photos, tout le monde. À la fin, moi, je dis, j'attends que tout le monde passe. Moi, je veux aller en dernier parce que moi, je veux obtenir un rendez-vous avec lui. Et je suis allée en dernier. Quand j'ai dit à monsieur James Sola, bonjour monsieur James Sola, il me dit, bonjour madame Kessani. Je dis, vous me connaissez? Il dit, oui. C'est pas vous qui faites un peu trop de tapage sur les réseaux, mais c'était de manière gentille. C'était pour me dire, attention, je vous suis. Je te suis. Et puis j'étais là, j'ai dit que, mais le monsieur là, depuis près de 5 ans, je cherche à le rencontrer. Donc lui me connaît même. J'ai dit, ok, d'accord, monsieur, moi je veux obtenir un rendez-vous avec vous. Il me dit, lundi à 13h, passez à mon bureau. À 45 de 12 heures, j'étais déjà à son bureau là-bas. Parce que je voulais pas arriver en retard. Et il me dit, jeune dame, j'ai pas beaucoup de temps. Je peux vous accorder maxi 45 minutes parce que je dois sortir. Gina, c'était tellement passionnant que le monsieur m'a accordé 3 heures de temps, il s'est même pas rendu compte. Wow. Pendant 3 heures de temps, on a échangé, on a discuté. Et quand je suis sortie de là, j'ai obtenu 1 heure de rendez-vous par mois. Donc, il me consacrait 1 heure de son temps par mois. J'allais simplement poser des questions. Évidemment, quelqu'un qui avait 30 ans d'expérience, il a été dans des grandes entreprises ailleurs, il est arrivé au niveau national, il y a eu un cabinet, etc. J'avais besoin de son expérience, de son expertise. Il ne me donnait pas de l'argent, mais il me donnait ses conseils. Et avec les conseils dont j'ai pu... Ah mais oui, absolument, ça m'a permis de grandir. Donc, on a besoin aussi d'aller justement chez ces personnes qui ont déjà... Après, c'est pas toutes les personnes qui vont vous ouvrir les portes, mais continuez de chercher. Mais tu sais, Bénédicte, il faut au moins faire la première étape, qui est celle de demander. Tu vois, la première chose que l'on fait quand on ne sait pas, c'est de demander, tu vois, on n'improvise pas. Et surtout quand on est dans un métier, dans une profession, peu importe, et puis on a envie d'apprendre, il faut qu'on demande à ceux qui étaient là déjà avant, que ce soit valable pour les femmes ou pour n'importe quelle autre catégorie. Je pense que chez nous, on a aussi ce gros problème où parfois on reste accroché aux hommes. Tu vois, homme avec grand H. Hein. Oui. Ouais, mais Fallon, pourquoi je vais aller lui demander après, elle va trop se prendre et tout parce que je lui ai posé une question. Et puis, on veut pas aller demander. L'autre point, tu le dis, tu es toi-même parti à la formation de monsieur James Sola et ça m'étonnerait que cette formation ait été gratuite, tu vois. Non. Il faut payer. Et aujourd'hui, je l'ai déjà vu parce que parfois, je suis invitée à des formations où les gens, ils hésitent à payer des formations. Ils se disent, oui, mais moi, je connais Bénédicte, quoi. Qu'est-ce qu'elle va m'apprendre? Oh, parce qu'on est tous là, tu vois, dans les bonitude. Exactement. Malheureusement, on en rit, mais ça me permet de rebondir. Tu sais, on a besoin de changer la mentalité. Parce que c'est lorsqu'on a compris l'importance de la formation. Quand on va en formation, on vous dit 25 000, 30 000, 50 000, 100 000, j'en sais rien. C'est pas l'argent que vous... En fait, c'est un très bon investissement. Parce que lorsque vous repartez là-bas, vous sortez moins bête. Je suis pas en train d'insulter les gens. Ce que je dis, c'est que vous aurez appris quelque chose au sortir de cette formation. Il y a une relation que vous pouvez avoir. Une relation qui peut produire du fruit dans 5 ans, dans 10 ans. Mais c'est parti d'un investissement que vous avez fait il y a quelques années. Donc, ne voyons pas juste les 50 000 qu'on fait sortir à l'instant T. Mais qu'est-ce que ça peut t'apporter? Peut-être qu'en faisant sortir les 50 000 ou les 100 000, c'est peut-être un contrat de 10 millions que tu vas avoir là-bas. Parce qu'à la fin de la journée, tu vas pas retrouver n'importe qui là-bas. Ce sont des personnes qui ont conscience de j'ai envie d'ajouter de la valeur dans ma propre vie. J'ai envie de rencontrer d'autres personnes. Et c'est justement dans ce genre d'occasion qu'on arrive à réseauter, à trouver d'autres profils intelligents qui nous permettent à la fin de la journée d'avoir une opportunité. Tu sais, l'argent, c'est pas juste l'argent physique. Un bon contact peut vous ouvrir une porte. C'est de la valeur, oui, clairement. Le réseau. Le carnet d'adresse de quelqu'un, c'est clairement de l'argent. Bénédicte, aujourd'hui, vu qu'on parlait d'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, c'est amusant comme ça. C'est tout beau, c'est tout joli. Quand on a plein de contrats, on signe, on a de l'argent qui coule à flot, on est content. Mais l'entrepreneuriat, c'est aussi un long chemin de solitude
où parfois, quand on est confronté à des difficultés, on a vite fait d'abandonner parce que on sait pas. Alors toi, de ton expérience, toi qui t'adresserais à des femmes, quand on est dans ce moment capital de sa vie d'entrepreneur ou même au travail, où on se sent seul, où on a l'impression que là, on peut plus avancer, qu'on a envie d'abandonner, qu'est-ce qui nous fait tenir? Qu'est-ce qui t'a fait tenir? Comment on fait pour avancer? Je pense que l'une des choses qui m'a fait tenir, c'est la vision. La vision. V-I-S-I-O-N, la vision. Là où je suis en train d'aller, là, ce que j'ai envie d'atteindre. Lorsque j'ouvre le cabinet qui a également bientôt 10 ans d'existence, il y a une vision. Je suis en train d'aller quelque part. Et surtout, j'ai une contribution. Je voudrais aider à ce qu'on change le narratif, non seulement au niveau du Gabon, mais aussi à l'extérieur. Parce que je ne suis plus que... Je suis gabonaise, mon expertise est utilisée ici, mais je vais aussi à l'extérieur. Donc, je voudrais parler de l'Afrique. C'est aider justement à changer les mentalités, à changer le narratif du continent, en fait, de manière... globale, voilà. Donc, oui, c'est souvent un moment de solitude, mais il faudrait se rappeler du pourquoi on a décidé de s'engager. Ça, c'est capital. Pourquoi on a décidé? Même moi, en toute honnêteté, il m'arrive d'avoir 2 fois pendant une semaine, tu te dis, c'est bon, je jette l'éponge. L'entrepreneuriat, c'est bien, mais c'est tellement difficile parce qu'il y a beaucoup de barrières, visibles ou invisibles. Et je dis souvent, je suis contre, et ça, je profite de ta tribune pour le dire, l'entrepreneuriat vécu et l'entrepreneuriat parlé. Il y a des personnes qui s'érigent en donneurs de leçons. L'entrepreneuriat, oui, c'est facile. Oui, moi, j'ai commencé avec 100 000. Mais ce qu'ils ne disent pas, ou ce qu'elles ne disent pas, c'est que derrière, il y a des personnes qui les soutiennent. C'est pas le même type d'entrepreneuriat. Ou quand toi, tu débutes avec pas grand-chose, tu dois te frayer un chemin, tu dois te faire un nom, tu dois aller démarcher, en fait, tu dois aller dans des entreprises, c'est pas la même chose qu'une personne qui a derrière la machine. En fait, la machine, en fait. Pour toi, c'est facile. Donc, quand tu viens, tu t'ériges en donneur de leçons, mais c'est pas la réalité que tu es en train de dire. Ça aussi, c'est un problème. Et ça me pose problème. Et ça, c'est vraiment avec le cœur lourd. Au moment où nous sommes en train de dire les jeunes doivent entreprendre, etc., il faut dire la vérité aux jeunes. Comme ça, le jeune qui se lance dans l'entrepreneuriat sait que là-bas, je vais aller retroucher les manches. Oui, c'est pas facile. Deux fois, je vais devoir marcher parce qu'il n'y a pas encore ceci. Deux fois, je vais être au four au moulin parce que je n'ai pas encore tout le monde. Deux fois, je n'aurai rien. J'aurai pas d'argent. Écrouler sous les dettes et les places. Mais oui, c'est ça l'entrepreneuriat. Mais on en rit, mais c'est sérieux, Gina. C'est vrai. Et là, on se comprend quand on est en train de dire ça. C'est vrai. Parce qu'on a un parcours. Et ça, on doit le dire aux jeunes. Vous voulez entrer dans l'entrepreneuriat, vous voulez faire vos classes, mais il y a ça qui vous attend. C'est pas derrière. Petite nature. Voilà. On va pas vous dire, les gens vont vous dire, ah non, vous avez 5 ans, vous êtes exonéré, vous êtes ceci. Mais quand vous allez aux impôts, c'est autre chose. C'est vrai. C'est autre chose. Les réalités sont là. Donc, plus on a des entrepreneurs et je voudrais profiter de ta plateforme pour, comment je veux dire, mettre en griffe le travail que l'ABJA fait. Voilà, quand il y a les Week Entrepreneurship, voilà, ils sont là, ils font beaucoup de formations justement pour aider. On a des incubateurs au niveau national. Il y a des gens qui font des choses, mais on a besoin de beaucoup plus d'exemples. Pas les exemples qui sont fabriqués. Non. Les exemples vraiment qui ont commencé, il y a une traçabilité sur ce que vous êtes en train de faire. Clairement. Pour inspirer plus d'une personne. En tout cas, et c'est très important ce point. Peut-être que du coup, ça me permettra de creuser un peu plus avec un invité qui viendra me parler de ça. Ça me fait juste penser à une discussion que j'avais eue il y a quelque temps avec Janie Boukondou, entrepreneur aussi gabonaise. Je pense que tu connais, elle vend des produits cosmétiques. Oui. Et je pense qu'une fois, elle avait mis sur ses réseaux sociaux qu'il faut dire la vérité aux femmes lorsque vous leur dites de faire l'entrepreneuriat. Il faut leur dire qu'elles vont pleurer, il faut leur dire qu'elles vont crouler sous les dettes, il faut leur dire qu'on va les menacer, qu'elles vont parfois se retrouver à la police parce que voilà, c'est pas toujours beau. Il y a bien sûr des moments où tout va bien, mais aussi il y a des moments où rien ne va
Et le tout, c'est de préparer en fait les gens à ces moments où rien ne va. Parce que quand rien ne va, il ne s'agit pas de fuir ou de tout fermer. Il faut avoir la carrure nécessaire pour faire face aux problèmes et pour les surmonter. Et c'est en ça que la formation tient toute sa place. Bénédicte, lorsqu'on a... Et aussi, excuse-moi, et aussi travailler sur son mindset de croissance. Parce que lorsque vous faites face aux difficultés, c'est de regarder dans cette difficulté-là, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que je peux tirer justement, voilà, comment grandir. Je me rappelle qu'en 2000, après la Covid, Gina, je te jure que j'étais prête à jeter l'éponge, hein, parce que c'était vraiment difficile. Je n'avais pas développé le côté numérique de l'entreprise, etc. La majeure partie de ce qui me faisait rentrer les sous, c'était les formations. Les gens ne pouvaient plus, se voir physiquement, ne pouvaient plus se voir. Mais j'étais au bord de... C'était grave. Et quand je suis sortie de là, je dis, comment est-ce que je fais? Je suis restée une semaine, tu vois, les lumières sont éteintes, tu es là à la chambre, tu te dis, je suis morte en fait. Mais comme je disais, il y a un élément, la vision. Tu penses à tout ce qui est possible de faire, mais tu te dis, je ne veux pas quitter de là où je suis quittée pour venir à pour venir tomber là, exactement. Ce qui est sûr, c'est que je veux remonter la pente. Je peux. Et je suis là devant toi, j'ai remonté la pente. Donc ça, ce sont des exemples qui sont concrets. Il faudrait qu'on arrive à partager ça. Pas toujours le bling-bling. Et justement, en entrée de notre introduction, on en rigolait. Quand on parlait de femmes qui travaillent, il y a souvent ces expressions qu'on entend beaucoup. Ben, tu travailles beaucoup. Oh, tu parles beaucoup. Mais tu sais, tu fais peur aux hommes, hein. Ah, mais il y a personne qui va t'épouser, hein. Tu vas finir célibataire. Mais quand on dit tout ça, toi, qu'est-ce que tu leur réponds? Parce qu'il y a des femmes qui se disent, ah non, moi, j'ai pas envie de faire ça. Après, ça va faire de l'ombre. Ou alors, je vais avoir l'image d'une femme un peu trop présente. Moi, j'ai envie d'avoir une vie de famille, un mari qui m'accompagne, ce genre de choses. Qu'est-ce que toi, tu répondrais à toutes ces réflexions? Ça, c'est une très grande question. Et j'ai envie de regarder la caméra en disant ceci, c'est que tout est question de choix. À la fin de la journée, la vie, c'est un choix. Non, je ne travaille pas beaucoup. Non, je ne suis pas trop. Je suis en mission. Donc, les femmes doivent considérer qu'elles sont en mission. Et de la même manière qu'on dit que derrière un grand homme se cache une femme, Gina, je suis convaincue, et ça, personne ne peut me l'enlever de la tête, c'est que même lorsque vous êtes une femme avec un fort aura, vous pouvez trouver la personne qui vous convient à vous. Parce qu'il y a des personnes et il y a des hommes qui sont là, qui portent le leadership de leur femme. Il y a des hommes qui aiment les femmes qui sont au devant de la scène, des femmes leaders, des femmes qui se battent, des femmes qui entreprennent. Et je voudrais saluer le travail de Fallon qui est derrière les caméras. Mais c'est extraordinaire ce qu'elle fait. Quand vous rencontrez quelqu'un qui vous dit, moi, ces choses-là, depuis le départ, la personne vous dit, ça ne fonctionne pas chez moi. Ne vous attendez pas à ce que le Saint-Esprit descende et change dans 2 ans, dans 3 ans. Maintenant, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui dit, ce que tu fais là, j'admire ce que tu fais. Je veux t'accompagner. Évidemment, ce n'est pas en te donnant de l'argent nécessairement. Mais dans ce que tu es en train de faire, peut-être que 2 fois, tu n'es pas là à la maison, peut-être que il est là, il te porte, il te soutient. Donc, non, je ne suis pas trop. Oui, je suis en mission et je sais que je peux trouver le partenaire de vie. Et il y a ces hommes qui sont là, le he for she. Il y a des hommes qui sont là, qui portent, qui aident à grandir. Et malheureusement, il y a des personnes aussi, des femmes que l'on voit brillantes et lorsqu'elles se mettent en relation, c'est comme si en fait... Ils éteignent leur lumière. Exactement, la lumière. Tu te dis, vrai. mais telle ou telle personne est passée où? Non, ça va aussi avec le choix du conjoint. Mais à toutes ces femmes qui sont là, qui veulent briller, qui estiment qu'elles ont une lumière, qu'elles peuvent porter des choses, elles peuvent trouver le partenaire de destinée, que moi j'appelle le partenaire de destinée. C'est possible. Et moi, je te suis dans cette lancée et je te partage une réflexion que quelqu'un m'avait dite. Il m'a dit, écoute Gina, c'est pas toi qui es trop, c'est peut-être la personne qui est avec toi qui est pas assez. Et c'est peut-être le signe qu'il faudrait que tu trouves le bon partenaire. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Tu trouves le bon partenaire parce que le problème à la fin de la journée, c'est pas toi et tes ambitions. C'est peut-être la personne qui est à côté qui peut pas handle ça, tu vois. Donc, en fait, ton leadership pèse tellement qu'il a du mal à contenir. Mais on est désolé, hein, les hommes, on n'est pas en train de vous critiquer ou de, non, c'est pas un clash homme-femme. Désolé pour ça, mais c'est juste pour clarifier les choses. Et ce n'est pas non plus valable pour toutes les femmes et tous les hommes. Je vois déjà Ivanov qui tire la face et j'espère que Ivanov, toi, tu es vraiment le genre he for she. Alors, Bénédicte, aujourd'hui, si on te demandait quelle est la croyance la plus limitante
que les femmes entretiennent entre elles, tu dirais que c'est quoi? Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, je ne peux pas. Et à la fin de la journée, elles ne s'autorisent pas, même si elles ont les compétences. Et quand on doute déjà comme ça, ben c'est difficile de faire briller cette lumière-là de mille feux en fait. Donc c'est le discours intérieur qu'elles ont qui est souvent négatif, d'où l'importance de switcher. Donc lorsque je me rends compte que j'ai ce discours intérieur qui est négatif, remplacer ces paroles négatives-là par du positif, ça, c'est quelque chose qui aide. Tu vois, comme le véhicule a besoin d'essence pour pouvoir avancer, nous aussi, en tant que personne, on a besoin de cette essence-là. Et souvent, on va attendre la validation venant de l'extérieur. Mais cette validation peut commencer par nous. Je dis souvent, quand je sors de la maison, mon fils, il a 15 ans. Quand je sors de la maison et qu'il me dit que maman, tu es belle, je vous assure que quand je vais commencer à marcher là, on va dire limite en fait, mais elle se prend pour... C'est qui la dame en fait? Elle se prend pour qui? Est-ce que tu vois? Parce que j'ai le sentiment de ce... Voilà, mon fils il m'a déjà dit que je suis belle, c'est le plus important. Maintenant, ça peut ne pas venir soit de mon enfant ou bien de mon partenaire. Mais je dois pas être en attente de qu'ils me disent en fait que maman, qui me valide en fait. Je dois apprendre en tant que femme à me valider aussi. Et ça passe par ce discours intérieur que je dois me donner à moi-même. Oui, je suis belle. Oui, je suis intelligente. Oui, je suis capable. Oui, je sais que je peux le faire. Oui, assurément, je sais que je peux y aller. Ce oui-là, ça change beaucoup de choses. Et au niveau de la limitation, ça vous aide justement à voir les choses autrement. Et tu sais, j'aimerais te partager un autre point. J'ai lu il n'y a pas très longtemps que le cerveau humain, en fait, ou la conception des êtres humains avait plus de facilité à partager des choses négatives que des choses positives. C'est pour ça que les bad buzz, les événements catastrophes, les choses terribles sur Internet ont plus de buzz que les choses positives. Et je pense que ce qui est valable sur les réseaux sociaux, il faut que je retrouve l'article et que je le partage pour que vous ne disiez pas que je raconte des bêtises. Et je pense que ce qui est valable à l'échelle du monde, du pays et tout ça, avec le fait qu'on relaie plus facilement les mauvaises news ou les bad news qui concernent quelqu'un, on partagerait beaucoup plus un scandale sur Bénédicte que quelque chose de bien qu'elle aurait fait. Ce qui est valable à l'échelle nationale est aussi valable à l'échelle individuelle. C'est-à-dire que lorsqu'on a fini la journée, que les projecteurs sont arrêtés, qu'on est tout seul dans sa maison, en fait, on a tendance à plus voir le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Et c'est pour ça que c'est important. Et là, je partage une habitude personnelle. C'est pour ça que c'est important de pratiquer les affirmations positives. Tu vois, quand tu as fini ta journée et que tu fais le point des 10 choses que tu as réussi durant ta journée, les 10 choses qui t'ont rendu heureuse ou les 10 choses que tu as faites, voilà, qui t'ont mise bien, qui t'ont donné beaucoup de confiance et ainsi de suite. Ça te permet en fait de voir le verre à moitié plein, mais pas le verre à moitié vide. Parce que parfois, pour une chose que tu n'auras pas réalisée dans la journée, crois-moi, ça restera dans ta tête. On dirait que la fin dans le monde, c'est ta faute, quoi. et tu ne verras que ça. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on parle de femmes ambitieuses, de femmes indépendantes, on a l'impression que ça n'a rien à voir avec être une femme en couple ou être une femme qui a une famille, qui a une vie de famille. Alors pour toi aujourd'hui en tant que coach qui enseigne la confiance en soi à des femmes, est-ce que tu penses que c'est incompatible être ambitieuse, indépendante et être en couple, ou être ambitieuse et indépendante et avoir une vie de famille épanouie? Non, c'est pas compatible. Tout est question de priorité, Gina. Tu sais, un jour, C'est pas compatible ou c'est pas incompatible? C'est pas incompatible. Ah, d'accord. C'est pas incompatible. Un jour, j'étais en train de faire la lessive et j'ai une de mes connaissances qui m'appelle. Je lui dis, écoute, je suis vraiment busy là, je suis en train de faire la lessive, je te rappelle dès que je termine. La personne me dit, Bénédicte, toi aussi tu laves le linge? Je me mets à rire, je dis, mais que... Et puis, c'était une deuxième personne qui m'appelle, j'étais en cuisine. Je dis, je suis en cuisine, je suis en train de préparer, je te rappelle quand je termine.
Bénédicte, toi, t'as de préparer chez toi. Et puis là, je m'arrive, je me pose et je dis, mais attends, il me prennent pour qui? Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais ce que j'ai envie de dire, c'est une question de priorité. Et en développement personnel, on a un outil qu'on appelle la roue de la vie, où tu as tous les éléments importants par rapport à ton environnement, ce que tu veux faire, ta vie de famille, tes amis. Et là, tu dois commencer à choisir qu'est-ce qui est important pour moi. Si je pose la question, je dis pas que c'est ton cas, si je te pose la question là tout de suite, Gina, qu'est-ce qui fait sens pour toi, qu'est-ce qui est important? Peut-être que tu me diras, c'est peut-être Dieu, c'est mon travail, c'est ma petite famille, etc. Et si je pose la question à une autre personne, la personne va me dire peut-être, c'est mon travail, ce sont mes amis, ce sont mes enfants, etc. L'ordre de priorité n'est pas le même. Donc, c'est à chacun, en fait. Et le modèle qui me réussit peut ne pas te réussir. Donc, en fonction des priorités qui sont... Et il n'y a pas d'équilibre parfait. Il n'y a jamais d'équilibre parfait. C'est en fonction des priorités. Comment est-ce que je fais pour agencer, en fait, pour mettre les éléments en musique pour me permettre, moi, d'avancer. Parce que, crois-moi, même performer sur le plan professionnel, l'équilibre familial va jouer un rôle. En fait, tout est interconnecté, en fait. Et une fois qu'il y a ces équilibres-là, mais tu es capable de pouvoir opérer dans différentes dimensions. Mais ça part des priorités de chacun. D'accord. Dernière question, Bénédicte. Aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui et qui attendent encore le moment parfait pour se lancer, qu'est-ce que toi, tu leur dirais? Là, je vais encore regarder la caméra. Il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a pas de moment parfait qui existe. Il n'y a jamais le bon moment. Tout ce que je sais, c'est que allez-y. C'est au fur et à mesure qu'on marche, qu'on arrive à agencer un certain nombre de choses ou qu'on arrive à rectifier un certain nombre de choses. Tu sais, tu peux parler projet. Tu te dis là maintenant, tu as eu par exemple le projet du podcast. Et si tu t'étais pas décidé à lancer le podcast, il aurait pu tranquillement rester dans les tiroirs 10 ans après. Et pourtant, tu avais eu l'idée, mais tu t'es dit, il n'y a pas encore les ressources, je n'ai pas encore l'équipe, je n'ai pas ceci, je n'ai pas, etc. 10 ans après, on fait le point. Mais tu sais, j'avais pensé à un projet en telle année, mais le projet est toujours là dans les tiroirs. C'est vrai. Ce qui fait la différence, c'est quoi? Je ne sais peut-être pas comment ça va se passer, mais je sais que j'ai l'idée. Je vais le mettre en musique et je vais voir. Et je suis sûre que le premier numéro n'est pas comme ce numéro que nous sommes en train de tourner. Il y a eu des ajustements, il y a eu le cadre qui a changé, les invités, ce sont diverses personnes, etc. Et c'est au fur et à mesure, voilà, que tu avances, que tu es capable de recadrer un certain nombre de choses. Donc, le temps idéal, là, ça n'existe pas. Lancez-vous, tout en vous disant que le meilleur est devant. Et c'est au fur et à mesure que je marche que je suis capable de relier les chapitres et en faire un sens. Bénédicte, merci. Comme l'a dit un célèbre philosophe d'Urban FM, c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur. La confiance en soi ne se décrète pas, elle se construit pas à pas. Parfois dans la douleur, souvent dans le doute, mais toujours avec la certitude qu'il y a quelque chose de plus grand à faire, à incarner, à transmettre. À travers cette conversation avec Madame Bénédicte Kessani, nous avons compris qu'oser s'affirmer, c'est choisir de ne plus se cacher. Derrière ce que l'on entend de nous, c'est accepter de briller sans s'excuser, sans se rétrécir, sans attendre l'approbation. Que l'on soit entrepreneur, salarié, mère, étudiante ou toutes ces choses à la fois, le vrai courage commence au moment où l'on se dit « je suis légitime, je suis prête ». Et souvenez-vous, chaque idée, chaque action peut être le point de départ d'un changement durable. Merci d'avoir écouté cet épisode de Conversation avec, que vous retrouvez sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Moi, je vous dis à la semaine prochaine avec un autre invité et c'est l'occasion pour moi de faire un gros shout-out à toute l'équipe, Fallon Ndambo, Ivanov et bien sûr Sanders et coucou à Serge Kofi et à Dafresh qui n'étaient pas avec nous aujourd'hui. Merci à tous et à la semaine prochaine.